En avion, quand le masque d'oxygène tombe, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même pour être capable après d'intervenir auprès des Exact. autres. Si on le fait pas, il y a des proches aidants qui sont plus épuisés et essoufflés que la personne malade. J'ai appelé mon papa en disant: là, papa, j'ai vécu un phénomène très spécial. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras. Ça fait 4 jours que j'écris. Je pense que je viens d'écrire un livre. Donc, c'est comme si le livre est venu à moi plutôt que l'inverse. Ça a été 30 ans de vivre en compagnie d'une conjointe dont la santé est hypothéquée. Mais mon père a eu la sagesse de aussi prendre soin de lui au fil du temps, parce qu'il y a des moments où, honnêtement, ma sœur et moi, on était plus inquiètes de sa santé mentale à lui que de la santé de ma mère. Je pouvais pas la laisser 5 minutes toute seule. Parler de la mort, ça fait pas mourir. Quand on dit allez faire votre testament, les gens ils pensent qu'en sortant du notaire, ils vont mourir. Il faut, c'est notre devoir de partager à nos proches nos souhaits de fin de vie. Si on veut éviter des chicanes de famille, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos proches. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis Jocelyne Sema. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une réalité à laquelle un tiers des adultes au Québec font ou feront face, le rôle de proche aidant. Ce rôle, on ne l'apprend pas à l'école, on n'y est jamais préparé et nous plonge souvent dans un tsunami d'émotions et de désorganisation. Notre invité a fait le pont entre son expertise professionnelle et son expérience. Alors aujourd'hui, nous la recevons pour son livre édité chez le Dauphin Blanc. Grandir comme proche aidant, 12 clés pour accompagner un être cher. Elle nous offre aujourd'hui un récit biographique poignant, enrichi de 12 clés, d'outils concrets et de références indispensables. Je suis très honorée de recevoir l'auteur Claudia Rouleau. Bonjour Claudia. Bonjour Jocelyne, merci de cette belle invitation. Alors, bienvenue. Votre livre est une ressource, comme je le disais tantôt, mais c'est d'abord un récit biographique. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, le moment où vous êtes dit, je dois non seulement, après avoir vécu cela, mais je dois transformer cette expérience en un guide pour les autres? Tout à fait, c'est vraiment ma mission, redonner au suivant, comme on dit. Le déclencheur, c'est que très tôt, j'ai été confrontée à la maladie parce qu'à 15 ans, ma maman, moi j'avais 15 ans, puis ma mère en avait à peine 39, puis bon, elle a eu un diagnostic de maladie dégénérative. Donc, j'ai côtoyé la maladie là une trentaine d'années et avant de décéder, je dirais que je suis devenue sa proche aidante plus intensément pour donner un coup de main à mon papa qui était le proche aidant à temps plein, surtout les 3 dernières années de sa vie. Et ma mère, 2 ans avant de mourir, elle m'a offert un beau cadeau qui est un journal qui s'appelle Merci la vie, qui a été édité par Chantal Lacroix. Puis c'est un journal, autrement dit, d'écriture qui est blanc, qui est page blanche. Et elle me l'a dédicacé en me disant, je sais, Claudia, que tu vas utiliser ce livre-là pour noter ton expérience, tes projets de vie, tes rêves, etc. Donc, à tous les mardis, moi, j'accompagnais ma mère dans sa fin de vie. Et quand je revenais à la maison, devant elle, j'essayais de pas trop être émotive. Mais quand je revenais à la maison, pour être très honnête, je déposais sur papier mon expérience que je vivais avec elle parce que c'était des moments intimes, mère-fille, très précieux pour moi. En même temps, c'était très bouleversant parce que je la voyais dépérir à petit feu. Donc, j'ai griffonné, dans le fond, dans ce livre-là, mes états d'âme, mes leçons de vie, mes apprentissages, les clés pour survivre à la prochaine danse, parce que des fois, ça se déroule sur plusieurs années. Et suite au décès de ma mère, le week-end de Pâques qui a suivi, je vous dirais, Jocelyne, que j'ai vécu un phénomène assez particulier. Du vendredi saint jusqu'au lundi de Pâques, ça a duré 4 journées intensives. J'ai vécu un élan d'inspiration très fort et je me suis assise et j'ai écrit pendant 4 journées tout ce qui me venait à l'idée. Et rendu au lundi soir de Pâques, j'ai appelé mon papa en disant
là, papa, j'ai vécu un phénomène très spécial. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras. Ça fait 4 jours que j'écris. Je pense que je viens d'écrire un livre. Donc, souvent, je dis aux gens, ben c'est comme si le livre est venu à moi plutôt que l'inverse. Et moi, je suis une fille pragmatique. Donc, dans la vie de tous les jours, dans mon travail, je suis reconnue pour être une fille d'action. Donc, c'était clair pour moi que ce livre-là allait devenir un coffre à outils pour les autres familles qui ont à vivre la prochaine danse. Donc, c'est pour ça que chaque chapitre se termine avec des apprentissages, des conseils, des références utiles, des organismes à connaître. Bref, un guide de référence à consulter au fil du temps. Donc oui, un récit biographique, mais pour moi, c'est important de jumeler avec cette histoire-là un mode d'emploi parce que, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, j'ai pas appris ça à l'école, d'être proche aidante. Puis on va tous un jour ou l'autre être confrontés à accompagner un proche. Des fois, c'est un parent, un enfant, un conjoint, un ami ou un voisin, puis on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, je me dis toujours aussi bien s'y préparer. Donc, c'est ce qui est à l'origine de la naissance de Grandir comme proche aidant. Question complètement à côté pour l'instant. Comment va votre papa aujourd'hui? Il va très, très bien. Il va fêter ses 80 ans dans quelques mois. Et je vous dirais que mon père a eu la sagesse au fil des années parce que, comme vous pouvez voir, hein, ça a été 30 ans de vie, de vivre en compagnie d'une conjointe dont la santé est hypothéquée. Mais mon père a eu la sagesse de aussi prendre soin de lui au fil du temps parce qu'il y a des moments où, honnêtement, ma sœur et moi, on était plus inquiètes de sa santé mentale à lui que de la santé de ma mère parce que être proche aidant 24 heures sur 24, puis il pouvait pas la laisser, il a fait le choix de la garder à la maison, donc il pouvait pas la laisser 5 minutes toute seule. Oui, ma sœur et moi je venais les mardis, ma sœur venait les week-ends, mais le proche aidant en trame de fond, c'était mon papa. Puis s'il avait pas eu la sagesse de s'accorder des moments, puis des fois c'est 1 heure, hein, aller faire une piste de ski de fond, aller faire une piste de vélo, aller à une réunion parce que mon père, c'est un homme d'affaires très impliqué dans la milieu des affaires, donc de garder un réseau social avec son réseau d'affaires, il serait plus là aujourd'hui pour nous en parler. On l'aurait perdu avant ma mère. Donc c'est pour ça que j'ai le goût de partager parce que oui, c'est faisable d'être proche aidant. Il y a les hauts et les bas, mais il faut s'outiller parce que ça peut être très, très difficile psychologiquement puis physiquement. Mais heureusement, mon père, il reprend le temps perdu en même temps, mais sa santé est j'ai hâte d'être aussi en forme que lui. Et c'est quoi ses commentaires par rapport à votre livre, justement? Qu'est-ce qu'il en dit? Mon père est très fier, hein, parce que vous comprenez que quand j'ai mis ça sur papier, mon manuscrit, ben c'est sûr que les 2 premières personnes à qui j'ai partagé ce manuscrit-là, c'est mon papa Michel et ma petite sœur Peggy. Parce que vous comprenez que là, moi, je dévoilais dans cet ouvrage-là notre vie de famille, du début du diagnostic de ma mère, sa maladie, comment on gère la fin de vie jusqu'à son décès, le deuil et tout ça. Donc, comme on dit, j'ouvrais le kimono là, sur notre vie personnelle. Donc, évidemment, ma première préoccupation, c'était de m'assurer qu'il était... j'avais leur bénédiction, comme on dit. Donc, tout de suite, autant mon père que ma sœur, ça a été instantané pour eux. Ben, ils ont été très touchés que je les mette là à contribution parce qu'évidemment, je leur ai demandé aussi de bonifier mon manuscrit parce qu'on a chacun notre regard par rapport à la situation. Et oui, mon père encore hier était ici là pour venir me saluer. Puis pour lui, c'est vraiment une grande fierté. Puis il est très heureux que j'ai embrassé aussi cette cause-là parce que j'ai pas juste écrit un livre. Par la suite, j'ai pris une année sabbatique de mon travail chez Desjardins pour me consacrer à la proche aidance, faire des conférences, participer à des projets de recherche universitaire. Maintenant, je siège sur des conseils d'administration comme l'organisme national L'Appui,
qui œuvre en proche aidance à temps plein. Donc, c'est comme si c'est devenu une mission que j'ai embrassée et il est très fier de sa grande fille parce que mon rôle, c'est vraiment de faire œuvre utile puis de donner au suivant. Comme vous disiez tantôt, oui, dans votre carrière, votre entourage, tout le monde sait que vous êtes quand même quelqu'un de pragmatique. C'est Oui. pour ça que vous n'êtes pas arrêté uniquement à un récit autobiographique ou biographique, pas seulement à l'émotionnel. Vous avez quand même voulu donner aux autres des clés concrètes, pratiques à utiliser à chaque jour avec la situation dans laquelle ils doivent se débrouiller les temps. Oui. Si, selon vous, quelqu'un qui n'a pas encore lu votre livre et vous demande, OK, j'ai ma femme, mon frère, mon conjoint, peu importe, qui est dans cette situation, quel serait le premier, vraiment, le premier outil le plus important selon vous dont la personne doit essayer de se focaliser dessus pour pouvoir traverser cette épreuve? Ben, je dirais que sans hésitation, c'est la clé que j'appelle savoir s'entourer. Dans ma tournée de conférences, j'ai beaucoup rencontré là, des milliers de proches aidants à travers le Québec. Les gens ont tendance à tout faire tout seul, puis c'est comme naturel, là, puis c'est un réflexe humain de dire bon, ben je suis capable, c'est mon conjoint, tu sais, c'est un proche. Donc c'est naturel, là, puis les gens se posent pas de questions, donc ils vont avec le cœur, avec faut aider la personne en question, mais on peut pas faire ça seul. Donc, savoir s'entourer, c'est une des clés essentielles et ce qui fait que notre famille a passé à travers cette expérience-là, puis on en est sorti grandi. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Grandir comme proche aidant ». Ben, deux choses, c'est que mon père, dès que ma mère, la santé a décliné, il a eu le réflexe de faire appel à un travailleur social du CIS de sa région, qui, lui, est venu à la maison prendre état de ma mère, faire le bilan de la situation. Et c'est lui qui a orchestré toute une équipe multidisciplinaire par la suite. Donc, autant l'ergothérapeute, la nutritionniste, l'infirmière, etc. Donc, vous comprenez qu'il s'est mis autour de mon père et de ma mère une équipe multidisciplinaire et des soins à domicile en fonction de l'état de santé de ma mère. Fait que ça, c'est le côté d'aller chercher des experts pour se soutenir là-dedans, être soutenu. Mais en famille, on est devenu une équipe multidisciplinaire aussi. Donc, on était, oui, mon père, premier proche aidant numéro 1. Moi, j'ai demandé à mon employeur tous les mardis d'être en congé, donc de pas travailler parce que c'était ma journée où ma mère m'attendait et c'était le temps aussi où je laissais à mon père une pause pour aller faire autre chose. Puis ma sœur, qui travaillait aussi à temps plein, elle prenait le relais plus les week-ends. Donc, on est devenu une équipe tissée serrée et je vous dirais que des conseils de famille, on en a fait plusieurs. Parce que c'est important aussi d'avancer là-dedans puis de s'entendre sur les prochaines étapes. Donc, c'est pas toutes les familles qui sont tissées serrées, mais je dis toujours aux gens, chacun a des forces. Donc, dans une famille, il y a toujours un leader qui a tendance à en faire plus que les autres, d'initier les rendez-vous médicaux, on paye les factures, etc. Mais nous, on a utilisé les forces de chacun. Donc, ce que moi, je faisais, ma sœur complétait par d'autres talents ou forces qu'elle avait de son côté. Mon papa était là aussi. Donc, c'est important de déléguer ce qu'il y a à faire puis de pas tout reposer sur une personne. Et s'entourer, comme vous disiez aussi, ça aide aussi à pouvoir prendre des petites pauses. Et il faut pas hésiter à prendre des pauses. Il faut pas culpabiliser non plus parce qu'on prend une heure par-ci, par-là pour, à soi pour pouvoir se concentrer sur soi. Oui, puis dans mon livre, Guillaume Joseph, qui signe la préface, donne une image que j'aime beaucoup parce qu'il dit toujours en avion, quand le masque d'oxygène tombe, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même pour être capable après d'intervenir auprès des autres. Je trouve que cette image-là est très forte. Puis une image vaut 1000 mots. Exactement. Donc, ça décrit bien, oui, pas se sentir coupable, surtout pas, puis être capable de mettre ses limites parce que si on le fait pas, il y a des proches aidants qui sont plus épuisés et essoufflés que la personne malade. Donc là, on n'est pas plus avancé si on a 2 personnes dans le système de santé. Donc oui, il faut mettre ses limites puis aller s'occuper de soi.
Claudia, j'ai investigué un tout petit peu sur vous et je me suis rendu compte que vous avez aussi un cas avec votre belle-mère qui a une maladie dégénérative. Donc, comment est-ce que vous gérez ça après avoir vécu tout ce que vous avez vécu avec votre propre mère? Ben, je dirais que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le type de proche aidance qu'on peut être amené à faire auprès d'un être cher. Ma mère, oui, a été malade pendant 30 ans. Donc, ma mère avait son corps, dans le fond, mourait à petit feu, mais elle avait toutes ses facultés cognitives. Donc, des échanges jusqu'à la fin avec ma mère, là, c'était possible, mais physiquement, le corps ne suivait plus. Du côté de ma belle-mère, c'est le portrait inverse. Ma belle-mère, 85 ans, une santé de fer, jamais malade, mais diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer comme plusieurs personnes au Québec. Donc, on a traversé mon conjoint qui était son proche aidant numéro 1, puis moi qui étais là en appui. On a vécu c'est quoi accompagner une personne qu'on aime, mais qui a justement un déclin de ses facultés cognitives. Et là, je vous dirais que j'ai vu, je dis pas qu'un est préférable à l'autre, mais parce que chaque cas est unique, mais c'est là que ça demande un doigté puis une résilience très, très forte parce que quand la personne que tu aimes ne te reconnaît plus. Moi mon conjoint, c'était son bébé. Puis on était à 10 minutes de chez elle. Donc, c'est nous que la résidence pour personnes âgées appelait la nuit, le jour, à toute heure du jour pour arriver parce que des fois, elle était en période de démence ou bon, elle avait fait une chute. Ça a été, elle vient de décéder là, il y a quelques mois, mais ça a été difficile. Puis c'est là que quand on parle du deuil blanc, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est vraiment difficile et mon conjoint a dû demander de l'aide lui aussi là-dedans parce que de voir sa maman que tu ne reconnais plus parce que elle n'est plus la personne que tu as côtoyée depuis 85 ans, ben c'est très, très dur. C'est de faire le deuil de ton proche, mais du vivant. Exact. Ah oui, oui. Fait que c'est pour ça que dans mon ouvrage, je me suis permis d'aborder aussi des clés plus pour ces situations-là où on tombe là, dans une réalité qui est différente. Et il faut trouver à ce moment-là des moyens de communiquer parce qu'on peut continuer à communiquer avec la personne atteinte d'Alzheimer, mais il faut trouver les bonnes façons de le faire. OK, intéressant parce que oui, effectivement, dans ma famille aussi, il y a des cas d'Alzheimer et c'est quelque chose, je sais que je vais être confrontée très, très rapidement. S'il y a des clés pour pouvoir communiquer, ce serait vraiment fantastique parce que oui, comme vous disiez, on fait le deuil alors que la personne est là. La personne n'est plus là cognitivement, même si elle est là physiquement. Et je pense que vraiment, comme vous le disiez, c'est le plus dur. Vraiment, vraiment. Puis, si je vous donne l'exemple de ma belle-maman, elle avait fait partie d'une chorale pendant 40 ans dans sa paroisse. Donc, c'est sûr que mon conjoint, dès qu'il mettait les pieds dans sa résidence pour personnes âgées, il commençait à chanter les chansons de ma belle-maman. Sa préférée, c'était « Donnez-moi des roses » de Fernand Gignac. Et là, je voyais ma belle-mère se transformer. Tu sais, autant quand on arrivait, elle était comme effacée, les yeux comme un peu vides, mais là, je la retrouvais, là. Fait que, et toutes les paroles, elle les chantait vraiment, vraiment. Il y a une partie du cerveau, on dirait, qui garde les souvenirs lointains. Puis il suffit de mettre le doigt sur c'est une passion que la personne aimait. C'est quelqu'un, exemple, qui aurait adoré les chevaux ou qui adore la pêche. Bon, peu importe, chacun a son histoire. Mais je pense que la meilleure recette, c'est de trouver quelque chose qui replonge la personne dans ses souvenirs lointains. Et c'est fantastique de voir que des fois, la connexion, des fois, ça dure pas longtemps, mais on voit vraiment qu'il y a comme une connexion humaine. Puis l'autre moment clé que mon conjoint passait avec sa mère, c'était les dimanches. Pour elle, la célébration du dimanche à l'église, bon, ça, c'était très précieux, mais elle pouvait plus se déplacer parce que quand les gens ont l'Alzheimer, à la fin,
il faut éviter de perturber leur routine. Dès qu'on les sort, on veut bien faire, des fois on veut les amener à des fêtes de famille, mais après ça, là, on voit là, se détériorer la situation de la personne. Donc, il faut respecter ça. Donc, nous, on allait chez elle plus souvent qu'autrement. Puis là, ben mon conjoint sur le iPad, il s'assoyait un côté de l'autre, puis il écoutait la célébration. Fait que vous savez, être en contact avec quelqu'un, c'est pas toujours par les mots. Exact. Des fois, c'est la présence. Puis moi, c'était une femme très, très fière, ma belle-maman Madeleine. Elle avait toujours ce vernis-là. Je l'ai mis pour l'occasion aujourd'hui, mais elle avait toujours son vernis rouge jusqu'à la fin de sa vie, là. Puis là, elle avait de la misère à la fin. Donc, moi, c'était mon moment avec elle où le dimanche, là, je lui faisais sa manucure. Puis elle était vraiment fière. Après, elle sortait voir les infirmières. Puis là, elle faisait « Ouh! » C'est ça. Donc, chacun, il faut trouver les façons de rejoindre l'humain, mais c'est sûr qu'il faut être résilient parce que des conversations comme on a aujourd'hui, vous et moi, ben c'est moins possible. Vous disiez tantôt, le titre de votre livre, c'est pas par hasard. Vous avez mis Grandir pour une raison. Quelle est, selon vous, la plus grande transformation, le plus grand changement qui s'est opéré en vous grâce ou à cause de ce que vous avez vécu? En tout cas, je peux vous dire, Jocelyne, que je suis une meilleure version de moi-même. Parce que j'ai travaillé, moi, puis je travaille encore dans une institution financière, donc avec un côté très financier. Hein? Donc, on est dans le cartésien, le volet logique est très 1 + 1 fait 2. Puis je dirais que l'approche aidance, ça m'a vraiment transformée pour le mieux parce que ça m'a fait réaliser que, premièrement, on n'est pas éternel, hein? On dirait que les gens vivent en 2025 avec il y aura pas, tu sais, il y aura jamais de fête. Puis j'entends trop souvent les gens remettre à plus tard. Ah non, mais un jour, quand je vais être à la retraite, puis un jour, quand je vais avoir le temps, puis un jour. Ben moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, avec l'expérience que j'ai vécue, je suis une fille qui ne remet plus à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, j'ai appris qu'il y a une fin à la vie. Malheureusement, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis l'expérience d'accompagner un être cher, pour moi, c'est un don de soi, mais j'ai reçu autant de la part de ma mère puis de ma belle-mère que je leur ai offert en temps et en présence. Parce que quand on accompagne un proche qui est malade ou qui est en fin de vie, la beauté de ce moment-là, pour moi, c'est un cadeau. C'est un privilège de vivre ça, très, très, très précieux. C'est des moments très précieux qui restent gravés dans mon cœur pour toujours. Et je dirais que là, on est dans une relation d'authenticité et de pureté parce que là, les tabous tombent. Tout là, le côté des masques sociaux de la personne, es-tu riche, pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait comme métier. Quand on arrive vers la fin de la vie d'un être humain, on est dans ce qui est le plus pur, là. Et le but, c'est de dire on veut que la personne soit dans la dignité, soit en sécurité. Donc, on revient à l'essentiel. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus transformée. C'est que moi, c'est venu teinter mes valeurs de vie puis ma philosophie de vie pour le reste de ma vie, là. Donc, le changement était vraiment profond. C'est aller jusqu'aux valeurs. Très intéressant. Vraiment, vraiment. Oui. Vous disiez aussi que c'est devenu comme une mission de vie. Avant, vous étiez cartésienne, 1 + 1 = 2, etc. Maintenant, vous faites des conférences sur l'approche aidance. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, oui, ce volet-là, est-ce que vous pouvez élaborer tout ce que vous avez fait depuis la sortie de votre livre et depuis les épreuves que vous avez vécues, justement? Quand le livre est sorti, moi, dans le fond, j'avais mon emploi chez Desjardins. Donc, c'est sûr que moi, c'était comme une activité connexe à mon travail. Puis bon, je me suis dit, tant qu'avoir écrit le livre, j'ai une maison d'édition qui a cru justement en la thématique de l'approche aidance. Puis ça, le Dauphin Blanc, il faut que je les remercie parce que c'est des gens de cœur. Puis en même temps, quand on a un manuscrit, il faut qu'on ait un éditeur qui croit en l'ouvrage pour le publier. Mais ce que ça a apporté dans ma vie, c'est justement les organismes qui se sont mis à me contacter pour dire, est-ce que tu serais disponible pour venir faire une conférence? Donc la première fois, je dis,
ben, pourquoi pas? J'ai monté ma conférence parce que dans mon travail chez Desjardins, je donne aussi des conférences, mais plus en lien avec mon métier de la carrière. Donc, j'avais déjà animé des conférences, donc j'ai dit oui, je vais préparer une conférence. Puis là, un deuxième appel, puis un troisième appel, puis un quatrième appel, puis un cinquième appel. Puis bon, là, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin non comblé. Et mon plus grand constat, c'était de réaliser que des ressources au Québec, là, en proche aidance, il y en a plein, là. Il y a environ 300 organismes, là, qui Wow. œuvrent à travers le Québec en proche aidance, mais elles sont méconnues ou elles sont connues une fois qu'il est beaucoup trop tard, là, dans le processus, là, puis que là, le feu est pris, puis là, au secours, on demande de l'aide. Donc, fait que quand j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin d'outiller les proches aidants, j'ai demandé à mon employeur de prendre une pause d'une année où là, justement, je me suis baignée les conférences, la proche aidance. Puis là, j'ai été approchée par 2 universités. Moi, je savais pas qu'il existait des chaires de recherche en proche aidance puis en soins palliatifs. Puis bon, donc ils m'ont approchée pour que je sois la voix des proches aidants. Fait que ça, c'est super intéressant parce que de voir que les chercheurs qui sont nos scientifiques et qui sont plus dans comment la situation évolue, puis comment on peut rejoindre la littérature scientifique là-dessus, ben qui se joignent des gens comme moi pour porter la voix des proches aidants, ben ça c'est wow parce qu'on est complémentaires dans notre approche. Donc pour répondre à votre question, quand je suis revenue parce qu'après 1 an je suis revenue au travail. Ben c'est sûr que c'était clair dans mon esprit puis dans mon cœur que j'allais pas terminer ça là. Donc oui, je continue mon travail chez Desjardins, mais j'ai toujours une place dans mon agenda pour continuer soit à participer à des rencontres ou des conférences sur la thématique de la proche aidance parce que 2,4 millions de proches aidants au Québec, les besoins sont là. Puis je me dis, ben si moi je peux faire ma contribution, ben c'est en tout cas la façon que j'ai décidé de m'impliquer dans cette réalité-là qui touche beaucoup de gens. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous allez déjà recommencer à écrire là-dessus ou non? Pour l'instant, pour être honnête, c'est pas dans les cartons. C'est pas dans mes cartons. Ce qui est dans mes cartons, par contre, c'est que j'ai eu la bonne nouvelle du Dauphin blanc que mon livre va s'envoler vers l'Europe. Donc, félicitations. oui, donc là, il est parti par bateau il y a quelques semaines et il doit être en route en ce moment. 2026, pour moi, c'est une année très importante parce qu'il y a 11 millions de proches aidants en France. Donc, j'ai aussi pris soin d'adapter mon ouvrage pour avoir des ressources qui sont concrètes. Hein, vous reconnaissez mon côté pragmatique. Donc, j'ai fait les recherches et j'ai eu le bonheur d'échanger avec des organismes en France qui œuvrent en proche aidance pour me permettre que mon ouvrage soit aussi utile pour les gens d'ici que les gens qui sont en France. Donc, j'ai vraiment des ressources pour eux aussi et des organismes à faire connaître parce que s'ils sont méconnus au Québec, je présume qu'ils sont aussi méconnus en France. Donc, pour moi, le prochain chapitre, c'est plus ça, de dire, si mon livre, je peux avoir des occasions de le faire connaître en France, d'aller même donner des conférences en France, de créer des partenariats avec des organismes en France. C'est un peu pour moi là, la continuité de ce que j'ai commencé à semer ici au Québec. Mes félicitations et puis je vous souhaite de plein de succès dans cette voie-là parce qu'effectivement, non seulement le marché français est beaucoup, beaucoup plus vaste, mais ça vous permet de pouvoir impacter ou aider beaucoup plus de personnes qu'ici. Merde, comme on dit en France, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans cette voie-là. Claudia, chez 4e de couverture, on a 2 volets, on a 2 segments. Donc, il y a un segment un peu plus, on va dire, sérieux, ce qu'on vient de faire. On rentre vraiment dans votre livre, on essaie de comprendre le processus d'écriture, les motivations derrière, etc. Mais il y a un volet aussi un tout petit peu plus ludique, plus léger. Dans votre cas, c'est bien ça! Dans votre cas, c'est quand même... Parce que le sujet, OK, oui, dans le day-to-day, c'est pas facile. Donc, c'était quand même assez difficile de trouver quelque chose d'un peu plus léger qui soit quand même dans le thème de la proche aidance. Mais bon, j'ai concocté pour vous
un petit jeu qui s'appelle Urgence. Deux points, la trousse de survie du proche aidant. D'accord. Je vais vous donner 3 scénarios que le proche aidant pourrait avoir à faire face dans son quotidien en tant que proche aidant. Et puis, vous allez essayer de nous donner un tout petit peu la clé la plus rapide ou la plus facilement disponible pour répondre à ces petites crises auxquelles la personne fait face. Est-ce que vous êtes prête, Claudia? Oui, on y va. All right. Première situation de crise d'urgence, la culpabilité. Oh là là, je n'en fais jamais assez pour mon proche. Je suis pas capable. Je suis sûre que je suis pas... Bref, quelle est la clé? Comment réagir? Un de ses amis, de son entourage, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire pour sortir de cette urgence-là, cette culpabilité de ne pas pouvoir en faire suffisamment? Ben, je dirais que la plus belle parole qu'on peut, la plus belle parole et le plus beau cadeau qu'un proche peut faire auprès du proche aidant, ben, c'est de le rassurer puis de regarder le verre plein au lieu du verre vide. Ma mère avait cette philosophie de vie-là, de regarder qu'est-ce qu'elle avait plutôt que qu'est-ce qu'elle perdait. Donc, moi, j'aime beaucoup appliquer la théorie du verre plein en disant à la personne, ben regarde tout ce que tu fais au lieu de regarder qu'est-ce que tu n'as pas fait puis d'être plus en mode culpabilité. Donc, je dirais, c'est ça, de ramener la personne parce que des fois, on a le nez collé sur l'arbre, mais il faut voir la forêt, là. Et quand l'entourage est là, ben c'est de rapidement amener ce recul-là à la personne, puis de faire aussi un petit coucou sur, ben toi, qu'est-ce que tu as fait récemment pour prendre soin de toi? Fait que c'est au lieu de mettre le spotlight juste sur la personne qui est l'aidée, ben d'essayer de ramener aussi la lumière sur l'aidant pour lui ramener aussi, comme je disais tout à l'heure, l'importance mais lui, qu'est-ce qu'il a fait vraiment concrètement pour prendre soin de lui, là? Oui. Non, ça, c'est un bon point. Changer la perspective, arrêter de se focaliser uniquement sur le proche aidant, essayer de lui faire voir, comme vous disiez, Oui. progrès plutôt que... Oui, je comprends. OK. Deuxième situation d'urgence, ma chère Claudia. Le ras-le-bol, la fatigue, l'épuisement. Je suis fatiguée, je suis plus capable. Je craque, j'ai envie de tout laisser tomber. Oui. Comment on fait? Oui. Ben, je dirais que le numéro à avoir sous la main, dans ces cas-là, puis même avant, là, mais là, ça, c'est comme au secours. Au secours, je suis épuisée, essoufflée. C'est la ligne Info Aidant. La ligne Info Aidant existe à travers tout le Québec. C'est une équipe formidable qui est formée, c'est des intervenants formés. Une ligne téléphonique qui est là 5 jours semaine, de 8h à 18h à tous les jours. Et il y a un être humain qui est là pour nous écouter en tant que proche aidant. Donc, première des choses, il faut qu'il y ait un espace sécuritaire où la personne peut se confier. Puis des fois, elle peut pas malheureusement quitter la maison pendant une journée ou aller se reposer. Ça se peut, ça, si on n'a pas trouvé de répit. Mais d'avoir quelqu'un au bout du fil qui nous comprend, qui nous entend, qui nous écoute, parce que chaque situation de proche aidance est unique. Accompagner un enfant polyhandicapé ou un parent vieillissant ou quelqu'un qui a pu ses facultés cognitives, c'est toutes des particularités différentes. Donc, l'équipe d'Info Aidant, je pense que c'est la meilleure clé qu'on peut suggérer à quelqu'un pour avoir quelqu'un au bout du fil ou aussi ça se fait aussi en ligne pour quelqu'un qui est plus à l'aise à écrire sa situation. Et ils sont formés à Info Aidant pour trouver les ressources rapides dans la région de la personne. Donc, si moi, je suis dans le centre du Québec puis que j'appelle Info Aidant, j'explique ma situation, bien, je vais ressortir de mon appel avec eux avec c'est quoi les ressources qui peuvent m'aider là demain matin concrètement pour que je lâche pas la serviette puis que je puisse continuer. C'est très important ce que vous disiez, que ce soit électroniquement ou par téléphone, c'est très important que ce soit quelqu'un qui soit derrière parce que c'est pas le moment de pouvoir discuter avec un AI ou peu importe. Là, on a besoin à ce moment-là d'un personal touch, let's say.
Et puis, c'est pas le moment Ouais. non d'appeler et puis de se faire entendre. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder. Non. Et vous disiez, vous avez fait des recherches pour la France, etc. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de similaire, un numéro d'accès rapide en France? Oui, en France, là, ce que j'ai découvert, je vais vous trouver c'est avec nos proches. Dans le fond, le volet, c'est pas copier-coller sur Info Aidant, mais ça s'apparente beaucoup. C'est l'association avec nos proches. Et eux, ils ont aussi une équipe qui est là par téléphone pour soutenir les proches aidants. Donc, un peu la même approche. Par contre, eux, ce qu'ils ont décidé de faire comme leur philosophie, c'est des ex-aidants qui sont là au bout du fil pour aider d'autres aidants. Donc, c'est très différent. Hein? Au Québec, c'est des gens formés, c'est leur métier. Ils ont une formation pour travailler chez Info Aidant, alors qu'en France, c'est des aidants qui sont là pour écouter, soutenir. Donc, ils ont vécu la situation et sont bien placés à leur tour pour avoir une oreille attentive et réconfortante et sécurisante pour le proche aidant. Donc, je vous dirais que c'est le meilleur équivalent que j'ai trouvé de l'autre côté. Ils ont été proches aidants et ils continuent à être proches aidants, en fait, indirectement. OK, intéressant. Troisième situation de crise, ma chère Claudia, la confrontation difficile. Vous essayez, votre proche, vous êtes proche aidant, vous essayez d'aider votre proche, mais il refuse l'aide. Il veut rien savoir. Il y a eu tout. Bref, vous vous sentez impuissant. Comment faire? Comment réagir? Que faire? Ça, c'est pas rare. En tout cas, j'ai des gens qui me racontent toutes sortes de situations qui ressemblent à celle-là. Donc, je dirais que parfois, le proche n'est pas la bonne personne pour aborder des sujets délicats. Hein? Sujet délicat, là, je donne l'exemple de ma mère voulait mourir à la maison, c'était un de ses souhaits, mais à la fin de sa vie, là, c'était rendu plus prudent du tout parce que ma mère, le risque, ce que les médecins nous avaient expliqué, c'est que son risque de décès était de mourir étouffé parce que tous les muscles de la déglutition étaient affectés, les muscles de la respiration étaient atrophiés. Donc, ma mère, ça lui prenait 5 heures par jour dégager ses voies respiratoires pour être capable d'avaler une bouchée. Là. C'était pas rose. Donc, il existe un protocole de détresse respiratoire, mais vous comprenez que c'est pas vraiment le fun à prodiguer non plus. Donc, je vous donne cet exemple-là parce qu'à un moment donné, oui, il faut respecter le choix de la personne qui veut décéder à la maison, mais à un moment donné, c'est plus possible. Là. Moi, mon père, il a dit, il n'y a pas question que c'est moi qui va faire le protocole de détresse respiratoire, puis je vais rester marqué tout le reste de ma vie, ou je vais te retrouver tombé quelque part dans la maison parce que ses muscles étaient très faibles. Donc, je m'en suis mêlée parce que vous comprenez que pour mon père, d'aller dire à ma mère, bon, là, on a atteint la limite du possible, il faut faire appel à une résidence en soins palliatifs pour la suite. C'est pas une conversation qui est très plaisante à avoir avec un proche. Donc, ma mère, elle était pas du tout ouverte à ça. Fait que pour répondre à la question, des fois, c'est un autre membre de la famille qui doit prendre le relais puis aborder des décisions comme celle-là qui sont déchirantes. Mais si on veut que la personne décède dans la dignité, dans la sécurité, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Puis dans notre cas, c'est le médecin qu'on a mis dans la boucle. Ma mère avait une confiance aveugle envers son médecin. Donc, quand même que mon père, ma sœur et moi, on aurait passé des heures et des heures et des heures à dire, bon, là, c'est plus possible, il faut sortir de la maison. Puis ma mère, exemple, elle se serait objectée. À un moment donné, il faut avoir comme un allié, puis souvent, c'est un personnel de la santé. Des fois, c'est le travailleur social, des fois, c'est une infirmière avec qui il s'est établi une relation. Dans notre cas, c'était le médecin de famille. Donc, c'est sûr que quand le médecin est venu à la maison, puis il a dit à ma mère, écoutez, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis là, ben, il faut faire les papiers pour faire une demande de transfert aux soins palliatifs. Ma mère, c'est sûr qu'elle n'a pas signé de gaieté de cœur, mais elle les a signés. Puis quand elle a été transférée aux soins palliatifs, on a vraiment vu là, que c'est une expertise
s'occuper des gens en fin de vie, là. C'est des gens qui ont la vocation, qui ont toute l'expertise. Et là, la beauté de l'affaire, c'est que mon papa est redevenu son conjoint Ouais. au lieu d'être son propre aidant. Fait que c'est un beau cadeau de la vie qui est arrivé avec tout ça. Mais si on s'était buté à son premier non, à ma mère de dire non, il n'y en est pas question, ben, je veux dire, elle n'aurait pas eu la même fin de vie, ma mère, dans la sérénité puis dans la quiétude et tout ça. Mais oui, des fois, il faut aller, c'est soit utiliser la voix de quelqu'un d'autre, ça peut être un proche que la personne a, parce que quand on est la personne qui vit à temps plein avec l'autre, des fois, c'est difficile d'aborder ces sujets-là. Donc, d'aller chercher le soutien des gens qui sont formés pour ça, ben je crois que c'est une des clés importantes. Très intéressant. Claudia, tantôt on disait, OK, peut-être c'est plus difficile pour le proche aidant qui aide un proche qui perd ses facultés cognitives. Mais je me demandais, après avoir entendu un tout petit peu l'histoire de votre mère, je me demandais si ce n'est pas plus difficile pour celui qui est aidé d'avoir encore ses facultés cognitives. Parce que votre mère a dû voir son conjoint s'occuper d'elle à tous les jours. Elle l'a vu. Elle n'était pas capable physiquement de le faire elle-même. Puis elle devait se sentir mal, coupable. Elle a vu ses filles venir à tour de rôle, la soutenir, la supporter. Elle a vu l'impact de sa maladie sur son entourage, les gens qu'elle ne veut absolument pas blesser, les gens qu'elle a passé sa vie à s'occuper. Donc c'était un renversement de rôle. Et puis elle devait se sentir, I don't know. Moi, à sa place, je sais pas. Ça aurait été plus difficile. J'aurais préféré ne même pas me rappeler d'eux que de les voir souffrir. Comment est-ce qu'elle communiquait ça là, avec vous? Est-ce qu'elle en parlait? Ben c'est sûr que du point de vue de la personne qui est atteinte d'une problématique comme celle-là, puis comme je l'ai dit tantôt, hein, il n'y a pas de cas mieux que d'autres, là. Je pense qu'il faut s'adapter puis être très résilient à l'épreuve qui nous arrive dans notre vie. Mais c'est sûr que ma mère ma mère, là, c'était une femme, puis je vais vous la montrer parce que je l'ai à côté de moi, mais ma mère, Nicole, une belle femme rayonnante, pleine d'énergie. Ma mère était championne de tous les sports dans sa jeunesse, 3-4 jobs à la fois, là. Écoutez, elle avait une joie de vivre incroyable. Puis à 39 ans, elle a décidé, parce que les médecins pensaient qu'elle allait mourir, puis elle a décidé de se battre pour vivre, puis nous voir grandir ses 2 filles, puis elle a remporté son pari. Donc ma mère, c'est une femme très déterminée, puis elle aimait avoir les mains sur le volant de sa vie. Donc c'est sûr que quand ton corps puis les muscles s'atrophient, puis tu perds de la capacité au fur et à mesure, puis qu'à la fin de ta vie, les 3 dernières années de sa vie, elle n'a pas sorti de la maison, ma mère, là. Donc, elle a été, son cocon, c'était la maison, son domicile. Puis elle était pas capable, si elle s'assoyait sur une chaise, elle était pas capable de se relever. Ma mère, tous les muscles des jambes étaient atrophiés, donc ça prenait un fauteuil électrique pour la soulever debout pour qu'elle puisse agripper sa marchette. Elle avait une grande volonté. Donc, c'est sûr que de devenir dépendante des autres, là, c'est difficile beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, ma mère, elle avait tellement de joie de vivre, puis elle savourait chaque journée comme un cadeau. Donc, elle réussissait à avoir le verre plein malgré tout. Tu sais, c'est ça la beauté qu'il faut retenir, c'est que des fois, nous, on se plaint quand on se plaint, puis on a mal à quelque part, puis on s'aperçoit notre main, on peut plus l'utiliser comme on voulait. Bon, mais quand c'est tout le corps qui est affecté, ma mère, elle a choisi de savourer la vie. Donc, oui, c'était très dur humainement parlant pour elle. Puis oui, elle savait qu'elle était un poids pour mon père et pour nous. Mais en même temps, je pense que le fait qu'elle ait toute sa tête, la beauté de ça, c'est que ça a pu exprimer tous ses souhaits. Moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que les 30 derniers mois de sa vie, tous les mardis, j'étais au rendez-vous avec elle. Elle m'attendait avec sa to-do list. Parce qu'elle savait qu'on avait, elle, l'après-midi, il fallait qu'elle dorme toute l'après-midi parce que 2-3 heures debout, sa journée était épuisée. Donc, elle
elle m'attendait avec sa wish list à tous les mardis matins. Puis là, elle me disait, aujourd'hui, Claudia, j'aimerais ça qu'on fasse telle chose. Exemple, on sort mes toiles pour que j'ai peintes au fil des ans. Fait on était beaucoup dans l'action, elle et moi. Puis si elle n'avait pas eu ses facultés cognitives, ben elle n'aurait pas pu tout me partager comment elle voulait sa fin de vie. Elle m'a même demandé les vêtements qu'elle voulait porter dans son cercueil. Tu sais, moi, là, j'ai l'esprit en paix aujourd'hui parce qu'elle m'a tout partagé, ses désirs, et on a pu, ma sœur, mon père et moi, les exécuter à la lettre. Alors que du côté de ma belle-mère, ben je crois que c'est plus dur. Fait que les gens qui ont l'Alzheimer, au début, ils se rendent compte qu'ils perdent la mémoire. Et je veux dire, ils savent là, qu'à un moment donné, oups, ils ont oublié telle affaire. C'est sûr qu'à la fin, quand ils reconnaissent plus les gens, ça devient à ce moment-là plus difficile pour l'entourage de les voir dépérir. Fait que dans un cas comme dans l'autre, c'est dur à découper au couteau, mais je crois que dans toutes les situations, c'est juste d'essayer de voir le verre plein au lieu du verre vide, puis d'essayer malgré tout dans la situation de ressortir qu'est-ce qu'on peut en retenir, puis qu'est-ce qui peut nous faire grandir dans tout ça. Mais chaque cas, c'est ça, amène ses défis. Oui. C'est une très, très belle conclusion. Claudia, est-ce que vous avez l'impression au courant de cette entrevue qu'il y a des points dont vous auriez aimé discuter et qu'on n'a pas discuté? Ben, je dirais que ça fait pas mal le tour. Le dernier conseil qui me reste à prodiguer aux gens, je dis toujours aux gens, parler de la mort, ça fait pas mourir. Ça, c'est comme quand on dit, allez faire votre testament, votre mandat de protection. Puis là, les gens, oh mon Dieu, c'est comme... Ils pensent qu'en sortant du notaire, ils vont mourir, alors que c'est pas le cas. Je terminerai sur cette note-là en disant aux gens, ben il faut, c'est notre devoir de partager à nos proches nos souhaits de fin de vie. C'est personnel à chacun. Puis si on veut éviter des chicanes de famille, ben on n'a pas la même vision de la fin de vie, hein, comme même si on est tous dans la même famille. Un va dire, ouais, c'est le moins cher possible. L'autre, on va incinérer. L'autre, on va exposer le corps. D'autres vont dire, bon, ben moi, en fin de vie, on va garder sur le respirateur un proche, alors que le proche, il aurait aimé mieux être déconnecté puis débranché. Fait que c'est tous des sujets que je trouve qu'on aurait tout avantage, bien que c'est tabou. Ben, un samedi soir autour d'un bon repas en famille, moi, je dis toujours, ben prenez le temps, pendant que les gens sont vivants et qui ont toutes leurs facultés, d'en jaser ouvertement, parce que ce qui fait que je suis en paix aujourd'hui, c'est que j'ai pu exécuter exactement les souhaits de ma mère, puis je sais exactement quand mon père va décéder, c'est quoi ses souhaits, parce que je lui ai demandé de me les partager, puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos proches pour éviter qu'ils restent sans réponse, puis que là, ça crée des conflits là, dans la famille quand on arrive à prendre des décisions à la fin puis on n'en a jamais parlé. Très, 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 très beau mot de fin. Effectivement, c'est mieux d'en parler avant d'être vraiment dans la situation d'urgence. On n'a plus le choix, il faut le faire, effectivement. Pour revenir au livre, juste rappeler à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que c'est disponible sur le site d'édition Le Dauphin Blanc. Est-ce que vous savez si c'est disponible aussi sur Amazon? Oui, partout en librairie, les Amazon de ce monde là. Donc les gens peuvent le trouver facilement. Et s'ils veulent en savoir plus sur vous, sur les conférences que vous avez faites, comment est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations sur ce que vous faites présentement par rapport à la... J'ai créé, ma chère Jocelyne, une page Facebook qui s'appelle « Grandir comme proche aidant ». Et c'était à cet endroit-là que je partage toutes les ressources que je découvre, parce que j'en découvre encore à toutes les semaines. Des fois, c'est des conférences, des fois des webinaires, des fois des
des activités de ressourcement entre proches aidants. Donc, tout ça se retrouve sur ma page Facebook, là. Donc, je partage l'information que je découvre. Puis quand je donne des conférences, ben à ce moment-là, je les fais connaître aussi sur cette même page-là. Donc, c'est facile à trouver, grandir comme proche aidant. Puis, à ce moment-là, les gens peuvent me suivre au fur et à mesure. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui, Claudia. Merci pour votre temps. Ben, c'est un plaisir.